T'as déjà striké dans tes bichettes, et avec des lunettes qui font peur, la victoire est signée. Game over. Ben voyons, et voilà, première, on peut le dire, mondiale d'Access sur le web. C'est mondial, première de nouveau podcast sur le baseball qui s'appelle clairement Game Over. Merci à la famille Bissonnette de nous avoir donné permission de prendre la chanson de Bob. Un bel hommage à lui. C'est Maxime Martin avec mon nouveau meilleur ami, Eric Gags Gagné. Ça va, buddy? Ça va bien, toi, t'es en forme? Oui, ça va super bien et je trouve ça très drôle parce que clairement, bon, on n'est pas ensemble, tu es à Phoenix présentement et on peut voir, les gens peuvent constater que on n'a pas le même budget de décoration pour nos studios respectifs. Et non, mais c'est correct, moi je trouve ça bien le fun de commencer humblement. Et non, Chris, je peux pas rivaliser avec le Cy Young puis ta bouteille de champagne des séries mondiales et tout. C'est un minimaliste pour l'instant. Ouais, des bons. On voit comment ça va se construire, ce beau set-là. Non, mais en fait, ça vient même un défi parce que, premièrement, tu sais, moi, quand on a plusieurs meetings avec la gang de la Poche Bleue, on salue Guillaume Latendresse et Max Lapierre qui, présentement, a des boutons qui poussent sur le corps parce que on en parlait avec Louis-Philippe Doré, qui est le réalisateur aussi, en fait, qui nous aide à produire le show, qui dit, man, l'API va être écoute, il va capoter, mais qui voit le décor de Max, ça n'a pas de bon sens qu'on fasse quelque chose, parce que je travaille avec deux cadres. J'ai évidemment ce cadre-là que j'adore et qui est accroché pour la première fois. Je l'avais encore dans son emballage. C'est évidemment un meeting au Monticule entre Steve Rogers, qui était probablement mon expo préféré, et Gary Carter. Et là, quoi d'autre que je peux amener? Et quand même, regardez ça, ça n'a pas rapport avec le baseball, mais signé par Denis Lemieux avec la fameuse phrase que tout le monde connaît par cœur, « Trade me right fucking now ». Et ça, on va l'accrocher éventuellement. Donc, et là, j'ai meublé ça avec une balle de Carter, encore une fois. Et là, c'est drôle parce que Louis-Philippe paniquait, disait « Il faut qu'on trouve des affaires de baseball ». Fait qu'il a fouillé dans son char. Attends une minute. Il m'a trouvé un casque. Pas de logo. Je sais pas ce qu'il fait avec un casque de baseball dans son char. Il faut être prêt à toute éventualité, j'imagine. Ça se peut que tu fasses la route, puis me demander bang, une game de baseball commence. Et là. Mieux safe que sorry, hein? Et regarde, ça, là, honnêtement, si t'es pas jaloux de ça, j'ai une casquette d'une équipe senior de Saint-Laurent. Fait que essaye de topper ça. Comment ça va, buddy? Moi, ça va bien, toi, t'es en forme? Ça va super bien. Oui, je suis un petit peu nerveux aujourd'hui. On va dire de quoi. J'adore ça. On s'est préparé, ça fait longtemps qu'on en parle, mais là, on est la première fois comme moi, on est live, on va parler de baseball avec deux chums qui vont s'amuser, mais je suis un petit peu nerveux, on va dire. On est des bons guests qui vont être avec nous autres, des bons invités, fait que... Ouais. J'ai vraiment hâte que ça commence comme du monde. Là. Ben évidemment, c'est une première, donc on explique aux gens, bon, ça le dit, évidemment, c'est un podcast de baseball. On aimerait ça, en fait, ce qu'on veut faire, surtout du côté francophone, c'est de mettre l'emphase sur nos futurs espoirs. On en a 4, évidemment, les 4 ont goûté au majeur. Tristement, les 4, évidemment, cette année, sont dans le 3A. Tristement, question de temps. On va rester positif. On parle de Charles Leblanc, Abraham Taureau, Otto Lopez et Édouard Julien. Et évidemment, ceux qui s'en viennent, le repêchage aussi du baseball majeur dans un mois. Si on est chanceux, peut-être avoir 3-4 petits gars de chez nous qui vont être repêchés. Même chose pour ceux qui ne le savent pas, puisque Game Over est aussi un podcast anglophone. Là, tu vois, évidemment, on commence en direct aujourd'hui à cette heure-ci. Et à 22h, ça va être la version anglophone avec nul autre que Larry Walker. J'ai-tu besoin de vous dire que c'est une plug d'Éric? C'est pas moi qui avais le contact, c'est clair. T'sais. Mais c'est drôle parce qu'on vit dans deux mondes différents. Et je vais vous le dire parce que c'est tellement drôle. Ça fait quand même longtemps qu'on travaille là-dessus. On avait parlé il y a une couple d'années. Puis bon, la pandémie est arrivée, puis en tout cas, on travaillait sur d'autres choses. Et tu m'as rappelé, ça fait quoi, 6 mois là, tu dis, OK, man, on recommence le projet, let's go. Et, oui, on m'a grandi, sinon j'ai quoi, j'ai l'air trop petit ou non, c'est Lapierre qui battripe sur le décor. Dis-moi que c'est Lapierre qui est qui est en convulsion dans un coin, il est en petite boule. Il essaie de rejoindre son psy le plus rapidement possible. Son psy, c'est Guillaume Latendresse, fait que c'est pas compliqué. Et d'ailleurs, je peux-tu envoyer un message à Guillaume et à Max? Je cherchais quelque chose à boire avant de commencer le show. Et je te dis ça, Eric, ici, il y a plus d'alcool que dans bien des bars de région où j'ai eu la chance de faire des débauches à travers les années. Fait que... Ouais, c'est correct. Ça. Écoute, toi, t'es d'un sage, t'as du pouvoir, t'es capable de contrôler nous autres comme nous autres. Moi, j'aime ça avoir un petit verre tranquillement de temps en temps, mais... C'est ça que t'as dans le verre présentement? Sois honnête. De l'eau, je m'hydrate. Et un petit peu de bourbon ici. OK.
Une gorgée de chaque. C'est un bon bourbon au moins? Ah, vraiment? Oui, c'est un bon bourbon. Okay. Oui, ben, je te connais. J'ai été chez vous, t'as pas acheté ça au 7-Eleven au coin de la rue. Ça, c'est clair. Fait que, ben moi, tu vois, j'ai fouillé. Merci à Étienne Boulay et les produits atypiques. Ils sont pas un commanditaire officiel. Peut-être une question de temps. Fait que j'ai fouillé, j'ai trouvé ça. Puis c'est la nouvelle compagnie. C'est le nouveau produit de Max Talbot, joueur de hockey. C'est un thé infusé, boisson énergétique. J'ai pas encore goûté. Ça a du torque, ça a du piquant. Et c'est là où je vais aussi parler du fait que il faut que je te confesse une confession que tu étais nerveux. Moi, j'ai reçu en cadeau un chandail des White Sox, mais là, en tout cas, on le voit, c'est le vieux, ben, écoute, de l'époque du scandale des Black Sox. Il est d'ailleurs un des meilleurs films de baseball ever. Ça, on en parlera un moment donné. Mon film préféré. Moi, j'ai été repêché par les White Sox en passant. La première fois que je me suis fait repêcher dans le baseball majeur, c'était White Sox, je pense, en 30e ronde. Puis j'ai pas signé dans le temps, c'est un draft and follow, puis j'ai pas signé avec eux autres. 30e ronde? Mon première équipe professionnelle, 30e ronde, oui. Mais c'est quand même un gros gamble parce que, tu sais, surtout, on sait, les Québécois, on est juste. Tu sais, on est content d'entendre notre nom lorsque vient le temps du baseball. Fait que t'étais confiant que tu prenais la bonne décision ou t'as vraiment comme genre roulé les dés et tu t'es croisé les doigts? Mais dans le temps, un petit peu, c'était un draft and follow. Qu'est-ce qui arrive? Il a le droit de te repêcher puis d'être, dans le fond, de te contrôler jusqu'à l'année d'après. Moi, ils m'ont contrôlé jusqu'à l'année d'après. C'est exactement qu'est-ce que j'allais faire après, puis ils m'ont pas repêché après. C'est là que j'étais agent libre avec les. J'étais avec l'équipe nationale, puis là, les Dodgers m'ont signé après. Mais t'avais-tu fini ton séjour dans le junior college, JUCO, comme on dit dans le langage de baseball? Oui, j'étais allé à Seminole Junior College à Oklahoma. Fait que c'est là qu'il y a beaucoup de Québécois qui ont été. Il y a un gars comme Taureau, il est allé là. Russell, il est allé à Chipola, en Floride. Mais JUCO, c'est les deux. Il y a beaucoup de Québécois qui vont dans le JUCO. Ouais. C'est un petit peu plus facile pour nous autres, pour les scholarships, des choses comme ça. Non, puis c'est. Ben, en fait, ils ont le premier dans où est-ce que tu as été. Rappelle-moi. Le nom aussi, j'ai déjà un blanc. Là, Seminole, merci. Parce que dès qu'on dit Seminole, moi, je pense aux Seminoles de Florida State. Fait que mais c'est dans l'Oklahoma. Et pour un petit gars du Québec qui va être dépaysé, va jouer au baseball et passe du temps en Oklahoma. Il n'y a pas grand-chose. Tu arrives là, il y a un Hardee's dans le Hardee's. Puis, genre, un Main Street, tu as peut-être 2-3 lumières, puis après ça, tu as peut-être 10-12 000 personnes, puis tu joues au baseball l'année longue. Mais c'était vraiment quelque chose de le fun. C'est une belle expérience. Puis, il y a beaucoup de Québécois qui passent par cette route-là. Et c'est très cowboy, et dans l'État de l'Oklahoma, il y a des sujets que tu abordes juste pas. Fait que début et fin de la discussion. Et je te la confesse aussi parce que comme je suis hyper nerveux, comme toi aujourd'hui, c'est affairé. Tu sais, je suis habitué de faire des shows, des podcasts, j'en fais. J'en ai un qui s'appelle Délavec, je me plug. Merci. Toi, je veux dire, qu'est-ce que t'as pas vu, je veux dire, comme situation en tant que lanceur en 9e manche? On s'entend-tu? Et je trouve ça cute. Ça nous rend vulnérables, man. Ça nous rend vulnérables d'être. Moi, je suis très, très vulnérable parce qu'oublie pas, j'ai pas passé mon diplôme de secondaire à cause que j'étais pas capable de parler en avant. Je suis pas capable de faire des discussions devant le monde, orales devant le monde. Je suis pas capable de faire ça. Fait que pour moi, de me mettre en arrière d'un microphone avec toi, ça l'aide beaucoup. C'est habitué, puis on a une bonne chimie. Ouais. C'est vraiment quelque chose de un petit peu difficile, mais comme tu dis, je suis nerveux, encore plus nerveux que lancer une game. Mais, prends une autre gorgée de bourbon, ça va être correct. Prends-en deux. On va y aller tranquillement. Ouais, prends-en une pour moi. Prends-en une pour moi, s'il te plaît. Peut-être qu'on est tellement connectés maintenant que peut-être que de loin, je vais peut-être essayer d'avoir un petit buzz de calmant. Parce que moi, je veux dire à quel point je suis superstitieux. Ça, c'est le chandail que je porte en show. Ces temps-ci. En fait, je me change souvent. Quand je prends un chandail, je suis sur une bonne séquence, je le garde. Fait que j'ai à peu près une douzaine de bons shows avec ce chandail-là. Fait que je l'ai porté ce soir, même s'il fit plus ou moins avec le décor. Est-ce qu'on a un update sur l'état de Lapierre et sa réaction par rapport au décor ou ça va bien? Il est correct. OK, parfait. Hey, écoute, bon, évidemment, on le dit, Game Over est évidemment un podcast qui se veut un épisode en français et on en a un aussi en anglais. On me fait dire que Lapierre est all good. Fait que pourtant, j'ai comme l'impression que le téléphone va. J'ai l'impression, ça me surprend que ça soit pas un peu comme dans le temps des Yankees quand Steinbrenner appelait le coach dans le dugout pour y mettre de la pression de faire des changements. Ben bon, on n'est pas rendu là. Évidemment, l'émission est séparée en quelques segments. On va vous les présenter d'ici quelques temps. Aujourd'hui, on a la chance de plus tard de recevoir Max Lamarche, qui est président, on va dire, de Baseball Québec. Le Big Boss. Le Big Boss. Que j'ai rencontré dans le voyage récemment en Arizona, parce que, évidemment, j'ai passé du temps avec toi. C'est le genre d'en parler. Le temps défile vite déjà, fait qu'on y reviendra tantôt. Et on a aussi, puisque, comme on l'a dit tantôt, on veut mettre de la place à la relève, Charles Leblanc, qui nous fait l'honneur, le grand plaisir d'être avec nous. Puis, honnêtement, ce que j'aime de Charles, c'est que son histoire... Honnêtement, si tu veux avoir un bel exemple d'acharnement, Charles est un bon exemple. Il a goûté au majeur l'année passée, il se retrouve dans le 3 cette année, il a été blessé pendant le camp d'entraînement, ce qui, évidemment, n'aide pas tes chances. Fait qu'on va avoir la chance de discuter avec lui, puis prenez-en note. Donc, on commence tout de suite avec le warm-up.
le réchauffement, comme on peut dire. Je l'ai dit dans les deux langues pour voir à quel point on est vraiment bilingue. Et, non, mais évidemment, on va le dire, nous autres, on veut, surtout Eric et moi, dealer avec le côté un peu social de la game. Oui, ce qui se passe entre les lignes, mais surtout aussi en dehors du terrain. Mais ça serait un peu nono de dire que de ne pas faire un petit tour d'horizon rapide, évidemment, de ce qui se passe. On est rendu, aujourd'hui, on a le 8 mai, ça fait un petit peu plus qu'un mois et demi que la saison a commencé. Moi, je vais te poser la question parce que là, on regarde le classement. Moi, honnêtement, quand je vois des équipes qui dépensent 200 millions, qui ont un payroll de 200 millions et en dernière place, je parle des deux dans la Ligue américaine, j'aime les Blue Jays, mais en même temps, puis les Yankees, les voir derniers, ça me fait bander. Je l'ai dit. Je m'excuse s'il y a des enfants qui écoutent, il faut assumer. J'adore voir des équipes comme Tampa Bay qui, année après année, sont toujours, évidemment, en position de faire des séries avec le développement des joueurs. Moi, ça me fait penser, évidemment, à l'époque des Expos. Puis de voir une équipe comme les Orioles de Baltimore, aussi, encore une fois, avec des jeunes. La seule affaire qui me fait toujours peur, c'est qu'on sait toujours que lorsqu'il arrive le mois d'août, une équipe avec trop de jeunes finit par choquer. Je me trompe pas? Oui, mais c'est la depth un peu. Il n'y a pas beaucoup la de profondeur, joueurs. Oui, exact. La profondeur, c'est beaucoup des jeunes qui viennent des mineurs, des gars du 3. Fait que, ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Quand tu arrives au mois d'août, tu arrives au mois de juillet, au mois d'août, tu vois que les lanceurs sont habitués un petit peu. Fait que c'est là un petit peu les vétérans ils ont beaucoup plus d'avantages. Puis c'est beau, c'est le fun au début de saison. Il y a tout le temps, on parle toujours des équipes qui n'étaient pas supposées d'être là, comme Baltimore cette année. Les Tampa Bay Rays, on ne peut pas dire qu'ils ne devraient pas être là parce que ça fait longtemps qu'ils prouvent qu'ils sont capables de faire le job sans beaucoup d'argent puis vraiment d'innovation. C'est le fun à voir. C'est le fun d'avoir que Tampa Bay qui disent qu'ils ont 99% de chances de gagner en saison de post-season. C'est incroyable. Mais là, c'est sûr, ils sont 22, 23 et 7. Ils ont un peu plus que ça, je pense. 28 et 7. 28 et 7. 28 et 7. Oui, c'est ça. Fait que d'après moi, ils vont mettre deuxième, eux autres. Le deuxième rang, ça serait bon pour eux autres parce que, écoute, tu as 200, 240, 250 millions à te battre. Tu as beaucoup de joueurs qui sont là. Tu as des gars de lanceurs qui font 40-45 par année. C'est dur à battre une année au complet. C'est vraiment un marathon. Puis je pense que c'est ça. Il ne faut pas oublier au baseball. On a 162 games. Les 20, 30, 40 premières games, c'est un petit peu un warm-up. Ouais. Puis, c'est l'extension du camp d'entraînement, finalement. Tu sais. Exactement. Puis il y a beaucoup de jeunes, quand tu es jeune, tu es vraiment excité. Tu veux prouver. Tu as beaucoup les vétérans, ils commencent tranquillement pas vite. Tu arrives au camp d'entraînement, tu n'arrives pas à 100 000 à l'heure. Tu arrives d'un jeune du 3A, il veut prouver, tu arrives là à 100 000 à l'heure, tu es prêt ta première journée. Les vétérans, comme moi, j'arrivais là, j'en sais 2-3 fois au camp d'entraînement. Fait que c'est un petit peu différent l'approche, mais. Garde la princesse. C'est le fun à voir. Hein? C'est ça, tu peux te le mettre quand tu fais ça. Exactement. Mais honnêtement, puis moi, en dehors du data, parce que je sais que tu es un fan de data, les gens vont découvrir au fur et à mesure du podcast, pas juste aujourd'hui, mais au fur et à mesure de la saison, tu tripes sur tout ce qui est statistique. Moi, honnêtement, tout ce que je dirais aux Rays, finissez deuxième, parce que le meilleur exemple, les Bruins de Boston. Et sérieusement, puis même, t'en souviens-tu, il y a l'année que les Mariners ont gagné 118 ou 120 games, c'était un nouveau record, évidemment, de plus de victoires, c'est 120, si je me trompe pas. Bang, sorti des séries en partant. Tu veux pas. Toutes les équipes qui ont toujours dominé ont sorti rapidement. Fait qu'honnêtement, les Rays, échappez-en une coupe, c'est mon conseil à vous autres. Dans tous les sports, dans tous les sports, au hockey, tu parles d'un bon goaler qui arrive dans les playoffs, qui est hot. Tu as besoin d'une bonne défensive, un bon goaler, tu vois des bons résultats. Tu sais jamais. C'est un coin flip un peu dans les playoffs. C'est vraiment qui arrive hot. On est arrivé là avec les Red Sox quand je suis arrivé contre, je pense que c'est Colorado qui est arrivé, ils avaient gagné 14 en ligne, puis ils ont eu 4-5 jours de off. On a gagné les 4 en ligne. Fait, c'est long. C'est vraiment un marathon. Tu arrives là, tu sors en sprint, mais là, c'est tout le long. En plus, tu arrives dans les playoffs, les deux premiers lanceurs. C'était deux bons lanceurs, tu as deux, trois bons releveurs, puis tu es capable de frapper un petit peu à la balle. Tu joues du bon baseball solide. Je pense que tu as une chance dans les playoffs, mais ça change complètement. Hey, écoute, est-ce qu'on y va rapidement? Non, c'est quoi? On va même garder les prédictions pour peut-être plus tard, parce que moi, évidemment, je pense que la façon dont ils sont partis, j'ai hâte de voir qui va rattraper les Rays. Bon, on sait que les Yankees vont tout faire. Je veux dire. Moi, j'adore voir ce qui se passe un peu dans la centrale américaine. Ça va être. On dirait que c'est la division où personne ne veut gagner. Fait que je trouve ça. Non, mais j'y vais avec un peu de pitié. L'Ouest, dans la Ligue américaine, va être intéressante, sérieusement. Je souhaite quasiment pour les Angels parce que selon moi, Ohtani part après. En tout cas, si les Angels ne font pas les playoffs, je suis sûr qu'Ohtani s'en va. Exactement. Ça va dur de garder un gars comme ça qui fait un impact comme ça avec un gars comme lui puis Trout qui ne sont pas encore rendus dans les playoffs. On a eu la chance de les voir un contre l'autre dans WBC. Ça, c'était le fun. Ouais. Mais, écoute, ça serait le fun de les voir dans les playoffs. Parce que voir ces deux gars ensemble, là, ils ont de la misère un petit peu sur le pitching, un peu, mais écoute, ça serait le fun de les voir. Là, en plus, les Rangers sont au top.
ont dépensé, je pense, c'est 250, quasiment un demi-milliard les 2 dernières années. Oui, tu vas avoir un retour sur ce genre d'investissement-là à un moment donné. Fait que, Un petit peu, oui. T'espères de gagner plus que 62 games par année en mettant 250 millions de salaire. Là. Ouais. Mais Seattle, c'est une bonne équipe. Tu sais, c'est Houston, Seattle, Oakland, Texas, toutes des bonnes équipes. Là. Ça va être le fun d'avoir dans l'Est. Même dans l'Ouest, on part dans l'Ouest dans la Ligue nationale. Ça, c'est vraiment le fun. C'est ta division. Ah ouais, vas-y, je sais que tu vas en parler. Fait que vas-y. J'ai pas le choix avec mes Dodgers. Écoute, j'ai pas le choix d'en parler un peu. Je les adore, mes Dodgers, mais ils ont beaucoup de jobs à faire, par exemple. On va dire avec... hier, j'ai regardé la game contre San Diego avec Tatis puis toute la gang de même. Là, ils sont vraiment forts, sont jeunes. Ils ont beaucoup d'énergie, je vais dire de quoi. Les Dodgers, c'est dur à battre. Ils ont la culture des Dodgers. On parlait pourquoi qu'une équipe de 250 millions et une équipe qui dépense 80 millions par année, c'est quoi la différence? Je pense que ce qu'ils ont en commun, c'est la culture. Les Rays, ils bought into it. Les joueurs, ils croient au système, ouais. Puis la même chose avec les Dodgers. Ouais. C'est facile de payer des joueurs, mais de mettre des bons. Que tu payes un gars de 30, 40, 50 millions, oui, c'est le fun de payer ça, de pouvoir te le permettre. Mais dans le fond, c'est les personnalités qui vont ensemble, les pièces. Une pièce ou deux que tu mets qui change, qui va changer. Un gars qui est parti comme Justin Turner, qui est rendu à Boston, ça va-tu faire une grosse différence dans le clubhouse avec les Dodgers? Tu sais? Quand tu arrives au mois de mai, juin, juillet, là, quand tu commences les Dog Days, là, Summer Days, là, ça c'est dur. Là. Quand tu commences, tu n'as plus confiance, ça va pas autant bien, mais tu as quand même la confiance, l'expérience. C'est là qu'on va voir si un Justin Turner, il veut. Ben, tu sais, Max Muncy n'est pas né hier non plus. Je veux dire, ça fait longtemps que t'es avec les Dodgers. T'es aussi, évidemment, Mookie, maintenant, il est arrivé des Red Sox, mais ça fait quand même, je pense qu'il est à 4e, sinon c'est sa 5e saison avec les Dodgers. Fait tu sais, je pense que les gars, la culture des Dodgers est quand même incarnée. Kershaw, évidemment, qui est là depuis un bout. Fait que, tu sais, je suis pas inquiet de ce côté-là pour le vestiaire. Et encore une fois, rapidement, c'est drôle, les deux centrales, la centrale, Ligue nationale, encore une fois, personne ne veut gagner. Moi, à chaque année, je me cherche une équipe pour qui je vais prendre, parce que depuis le départ des Expos, je suis orphelin. Je me dis, OK, cette année, c'est l'année des Pirates, mais ils m'ont. Merci aux Pirates. Ils m'ont très rapidement rappelé pourquoi ils sont les Pirates avec une séquence de 8 défaites consécutives. Et dans l'Est, on va régler ça tout de suite. On n'en fera même pas une discussion. Les Braves vont gagner. Bravo aux Mets d'avoir dépensé encore une fois un demi-milliard. Ça donne rien. Hein? Ah, ben oui. Mais pour moi, ça, les Braves, ça, c'est l'exemple parfait pour moi d'une équipe qui sait comment dépenser ses millions, faire des bons échanges. L'acquisition de Murphy comme catcher de Oakland est la plus belle acquisition, selon moi, de la saison morte. Et évidemment, encore une fois, avec les jeunes qui sont arrivés, on parle des Harris et compagnie. Les lanceurs, à chaque année, l'année passée, c'était... C'est ça la différence, je pense. C'est ça la grosse différence. Quand tu vois les équipes qui sont bons longtemps, avec des 10, 12, 15 ans, tu vois les mineurs, c'est leurs lanceurs. Ils ont toujours des bons lanceurs in-house dans les affiliaires. Ils sont vraiment assez là, la grosse... Tu payes pour les superstars, mais le reste, le support cast qu'ils disent, c'est un petit peu plus difficile à avoir avec les lanceurs. Puis je pense que c'est ça qu'on parle d'Atlanta, c'est la même chose, des Braves, ils ont fait la même chose. Puis les Mets, c'est ça qu'ils n'ont pas. C'est ça qui manque. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas la profondeur en tant que pitching staff. Là. Ils ont plus. Non, mais ils ont des blessures au début de la saison, mais en tout cas, j'ai hâte de voir. Ça va être dur. Le closer, ça va être dur avec leur closer. Quand ils ont perdu leur closer là, au WBC, quand il a sauté. Oui, Edwin Diaz. Que c'était triste. Que c'était triste. Et ça fait une différence parce que, tu sais, l'année passée, je ne me trompe pas, c'est à peu près 45 matchs sauvegardés. C'est beaucoup, ça, quand tu protèges 45 matchs. Exact. C'est un gars, c'est un anchor en arrière. C'est ton anchor en arrière dans le bullpen, puis tout le monde a confiance. Ça change tout le rôle à tout le monde en avant. Tu sais, tu le manques, ce gars-là, les lanceurs vont aller 1, 2, 3 manches de plus qu'ils ont besoin de faire à cause ton bullpen n'est pas... Il n'est pas aussi solide qu'il devrait être. Mais on va avoir la chance d'en parler parce que tu étais ce gars-là pendant des années. Man, évidemment, avec la toune quand tu rentrais et tout. Mais bon, écoute, on a notre premier invité. On va passer au segment qu'on appelle Au jeu, Play Ball. On dit les deux langues encore une fois parce qu'on se donne un petit look international. On présente ça tout de suite. Hey, aujourd'hui, on reçoit Max Lamarche qui est directeur, président. Comment tu dis ça, Max? Ah, vas-y donc pour directeur général. Ah, j'aime encore ça. Ouais, oui, un nom composé, c'est parfait. Ça fait encore une fois plus important. Donc, Max, j'ai eu la chance. Je veux te remercier à toi, Kevin Young, Éric Gélina, Joe Pelletier, toute la gang qui ont la chance de me faire revenir, passer un peu de temps avec le camp d'entraînement de l'ABC, l'Académie Baseball Canada. Et d'ailleurs, écoute, moi, j'ai arrêté de jouer au baseball junior junior élite pour commencer à faire de l'humour. Ça a été un bon choix selon moi. Je pense que si je m'étais acharné dans l'autre direction, on a vu tes deux at-bats, ton walk, ton premier walk. Hey, exact, man! Honnêtement, ça par exemple, je ne veux pas nommer de nom, mais parce que évidemment, les jeunes ont entre 16 et 17 ans. Et moi, écoute, 53 ans, c'était mon premier at-bat officiel sur un terrain de baseball. Pas balle molle, le baseball depuis
89, et qu'on ne soit pas capable de me retirer, sérieusement. J'ai eu un but sur balle sur 6 lancés, dont une fausse balle. Il y a du travail à faire. Honnêtement, j'aurais dû être intimidé. Puis après ça, j'ai eu un roulant au 3e but. En fait, c'est pas vrai, c'est un roulant au lanceur, mais dans mon imaginaire, la balle s'est rendue jusqu'au 3e but. Et quelqu'un a filmé, puis je sors beaucoup moins rapidement du batter's box de la boîte des frappeurs qu'il y a 30 ans. Bon, c'était ma petite... T'es-tu sûr que t'es un frappeur gaucher, par exemple? T'es-tu sûr que t'es gaucher? Moi, je pensais que t'étais droitier. Ben, j'ai frappé les deux, mais j'ai eu de la misère avec du côté droit. Et c'est drôle à dire parce que naturellement, je suis gaucher, mais tout le monde me dit que mon swing est meilleur de la droite. Mais bon, évidemment, ça ne sera pas le temps du comeback. C'est la place, évidemment, aux jeunes. Max, quand on embarque dans un voyage comme ça, on sait ce qu'on veut faire vivre aux jeunes. On veut leur donner un goût de c'est quoi la prochaine étape. On veut les faire rêver en disant si tu te fais repêcher, ben faites repêcher. Oui, repêcher, mais peut-être même genre signer dans un JUCO, un Junior College, ou même un programme de 4 ans. Voici à quoi ça ressemble les installations. Voici à quoi aussi ça ressemble le niveau de talent. Les gars ont même eu la chance de jouer contre 2 clubs écoles, celui des Dodgers et des Rangers. Moi, je suis parti un peu avant ces matchs-là que j'aurais aimé voir. J'avoue que j'ai eu peur. Et on me dit que les kids sont très bien sortis. Ben, tu sais, c'est hot ce qui s'est passé, là. Puis, tu sais, on va se le dire aussi, quand on s'en va en Arizona, la terre d'Éric Gagné, ben, c'est même peut-être un petit peu mieux que ce qui se passe dans les collèges des universités américaines. Fait que, tu sais, on essaie de leur donner un petit peu la piqûre puis voir c'est quoi la suite des choses. Mais, tu sais, quand tu es sur le terrain des Dodgers, des Rockies, puis tu pratiques à tous les jours, les terrains sont spick and span, sont comme des greens de golf tout le temps, ben, c'est sûr, c'est une coche un petit peu plus haute. Mais, tu sais, l'ABC, c'est ça. C'est nos joueurs de haut niveau. C'est les kids avec qui on pense que on peut aller plus loin. Ces jeunes-là vont peut-être se rendre, comme tu as dit, au repêchage un peu partout. Fait que 2 semaines là-bas, c'est exceptionnel. Puis moi, j'ai eu la chance, moi aussi, Max, d'y aller une couple de jours. Oui. Puis ça a été incroyable. Tu sais, tu te prends une garantie et pas de pluie quand tu t'en vas en Arizona. Hein? Clairement, ouais. Exactement. Puis honnêtement, non, mais joke à part aussi, ce que j'ai trouvé le fun, c'est moi j'ai passé du temps avec eux autres, puis on est même un soir, la moitié de l'équipe est allée voir le fils de la femme d'Éric jouer. C'était les demi-finales du State Championship de l'Arizona. Exactement. Un match de 2 heures. Ouais, un match qui a fini. Supposé d'être 2 heures, ouais. Ouais, tu vas voir, le high school, ça va vite. Écoute, ça a fini 18-11 avec 22 changements de lanceurs. Mais je me suis assis avec les kids puis disais, hey man, si on jouait contre eux autres, on serait dans la game, man, je suis sûr qu'on peut les battre. J'adorais de voir l'innocence, puis pas de l'arrogance du mauvais sens, mais cette confiance-là de dire, de croire en soi. C'est le fun de voir leurs yeux briller. Et honnêtement, quand tu travailles avec des jeunes comme ça, ta job, toi, Max, et les coachs, c'est de s'assurer que cette lumière-là, cette étincelle-là dans les yeux reste allumée, là. Ben absolument. Puis, tu sais, on ne se fera pas de cachette. Là. Ces jeunes-là, ils sont entraînés tout l'hiver, là, très, très fort à l'intérieur. Puis là, du jour au lendemain, c'est comme, hey, là, c'est le temps d'être clutch, c'est le temps d'être prêt pour les games de balle. Puis on arrive dans un milieu où est-ce que, tu sais, tu l'as dit tantôt, jouer contre les filiales des Dodgers, les filiales des Rangers, là, c'est pas rien. Là. Les kids ont affronté du 98. Ils ont même, je pense qu'il y a un lanceur qui a payé le 100 000 à l'heure. Tu sais, je veux dire, on voit pas ça au Québec. Fait que les amener là, je pense que c'est un beau moment pour eux, mais il faut qu'ils soient bien prêts. Puis si ça se passe bien après, ben ça ouvre des portes pour aller ailleurs, évidemment. Ouais. Mais qu'est-ce qui est le fun, Max, aussi? Il y a beaucoup de monde qui critique. Ta job, c'est de runner le baseball au Québec, partout, pour être sûr que ça grandit. Écoute, tu as beaucoup de vision. J'ai regardé sur son LinkedIn, le visionnaire, des choses comme ça. Puis justement, j'ai regardé il n'y a pas longtemps que le projet des arbitres, c'est vraiment intéressant. C'est le fun de voir que tu as des initiatives comme ça, impliquer les parents, impliquer les joueurs. Puis moi, j'ai une question, que c'est niaiseux un petit peu, mais c'est quoi le défi? C'est quoi les défis que vous avez avec Baseball Québec? Pas juste toi, mais par rapport partout au Québec. C'est quoi le défi que vous avez? Exposure, tout le monde le sait, c'est exposure. Puis justement, le calibre de jeu qu'on peut avoir. Mais venir en Arizona, c'est quelque chose que justement, c'est ça que vous faites avec présenter les joueurs à une meilleure plateforme. Puis c'est quoi le défi? C'est quoi votre mission? Ben, il y a plein de choses là-dedans, Eric, évidemment. Il y a la mission du développement des joueurs. Mais là, mettons plus la partie haut niveau. Tu sais, nous autres, on reçoit un mandat du gouvernement du Québec pour développer des athlètes de haut niveau, comme ceux qui vont aux Olympiques un peu partout. Chaque sport, les fédérations, on a ce mandat-là. Puis évidemment, nous autres, le chemin est un peu différent. Tu sais, Eric, tu l'as vécu, toi, de ton côté. Nous autres, on ne target pas comme Michael Kingsbury, puis j'envoie un petit clin d'œil parce que Michael, c'est un malade, un maniaque de baseball. Mais tu sais, nous autres, on ne target pas une médaille d'or aux Olympiques, hein. Le chemin est différent. Le chemin, c'est de se rendre dans le baseball professionnel, hein, c'est de se rendre dans les ligues majeures. Puis, évidemment, il
il n'y a pas tant d'élus que ça qui s'y rendent. On sait, c'est comme ça. Puis, tu sais, évidemment, on ferait un prorata avec le Vermont, le Maine, puis les États du Nord. Puis, tu sais, je veux dire, il n'y en a pas plus qui se rendent. Tu sais, je pense qu'à ce niveau-là, on fait quand même une belle job, mais on a cette responsabilité-là, nous autres, comme fédération, de trouver le meilleur chemin pour que le kid puisse se rendre à ce niveau-là. On pense que pour s'y rendre, le meilleur chemin, bien évidemment, c'est en passant par les collèges américains à un certain moment dans le processus. Pourquoi? Parce qu'au Québec, on ne peut pas jouer au baseball à l'année à l'extérieur. Tu sais, on peut développer bien des habiletés en dedans. On peut leur montrer à lancer fort. Tu sais, as vu, Eric, Maxime aussi, les kids sont impressionnants quand ils arrivent. Ils ont du whip dans le bras, ils ont du pop dans le bâton, mais quand c'est rendu le temps de jouer des matchs de baseball, ben on ne peut pas rien faire d'autre que de prendre des at-bats puis de lancer des manches contre d'autres joueurs. Pour le Québec, on ne peut pas faire ça. Donc ça, c'est pas mal notre plus grosse mission avec le volet haut niveau. Puis après ça, bien évidemment, c'est de faire bouger le monde. Hein? Toutes les fédérations ont cette mission-là dans le sport qu'on aime. Et nous autres, c'est à travers le baseball, c'est de faire développer chez les jeunes des bonnes habitudes de vie. Puis s'assurer, là, évidemment, là, que quand on sera tous dans les maisons des aînés, là, on sera capable de... Eric, toi, tu ne seras pas là. Maxime et moi, on va y aller. Là. On va être capable de raconter des belles histoires, puis tous des souvenirs qu'on a eus quand on était jeunes, puis de passer le message au prochain. C'est ça notre mission. Ouais. Puis en même temps, c'est quoi le grand défi? Oh non, excuse, vas-y, Eric. Je voulais parler aussi. Il y a une autre initiative que vous faites, c'est l'ABC. Parce que l'ABC filmé, je regarde ça aujourd'hui, vous avez annoncé 2 nouvelles ligues. Je pense que c'est quoi la seule place au Canada, peut-être même aux États-Unis ou en Amérique du Nord? Eric, sérieusement, là, ça, c'est une fierté qu'on a, nous autres. Je pense qu'il y a une chose qu'on a démontrée dans les dernières années, c'est qu'on était prêt à être innovateur, on était prêt à sortir des sentiers battus. Puis, à un certain moment, il y a un besoin. Il y a des filles au Québec qui veulent jouer du baseball de haut niveau. On ne le sait pas tous, mais il y a une équipe nationale féminine de baseball, là. Fait que nous autres, on a à un certain moment dit, hey, on va mettre en place tout ce qu'on peut pour que ces filles-là se rendent sur l'équipe nationale et puissent bien performer. Puis, on s'est rendu compte rapidement qu'à travers le Québec, mais à travers le reste du Canada, il n'y en avait pas pour les filles des endroits de même. Fait qu'on s'est dit, let's go. Pourquoi pas? On va en partir une ligue de haut niveau. Puis, du jour au lendemain, Vanessa Riopel, des gens super passionnés de baseball qui ont passé à travers le processus, eux autres aussi, comme femmes, qui ont joué sur l'équipe nationale, ont mis en place une nouvelle ligue à Trois-Rivières. Puis, c'est surprenant. Au début, on se disait, on va partir petit, on va avoir des filles du Québec. Puis, essayons donc de grandir là, dans les prochaines années. Puis, déjà cette année, une fille de l'équipe nationale qui est de la Colombie-Britannique, une autre qui vient de Saskatchewan, des filles des Maritimes. Il y a déjà 6 filles de l'extérieur qui sont dans cette ligue-là. Fait que on va travailler très, très fort pour que ça devienne une ligue nord-américaine à un certain moment. Puis que des joueuses de l'équipe nationale des États-Unis, du Mexique, viennent se greffer à notre ligue en plein milieu du Québec à Trois-Rivières. Fait que ça, je pense que ça va être vraiment cool. En fait, c'est vraiment génial parce que moi, tu vois, moi, tu sais, mon gars joue au baseball, là, ça va être sa première année Bantam. Il joue depuis. Attends, c'est quoi avant? En tout cas, novice, on va dire. Et je me souviens plus c'est quoi l'ordre. Anyway, peu importe, mais tout ça pour dire que année après année, il y a toujours des filles qui se présentent. Puis moi, je me souviens, parce que c'est les bonnes générations pour ça. Moi, quand j'étais jeune, je me souviens qu'il y avait certaines filles qui étaient venues de mon école se jouer, qui avaient même réussi à jouer dans le A. Et ça nous intimidait, nous autres, les gars. Tu sais, je veux dire, je dis n'importe quoi. Tu sais comment on est fragile du point de vue des go. Mais c'est une ancienne génération. Tu sais, le mix n'avait pas commencé. La porte n'était pas ouverte. Ce que je trouve intéressant, c'est que l'acceptation de voir des filles arriver dans des équipes de gars, si on parle plus ça de même, principalement d'hommes, la réaction de la nouvelle génération est complètement différente, est beaucoup plus accueillante aussi, puis ça va développer justement le sport du côté féminin. Tu sais. Vanessa nous le disait à plusieurs reprises. Elle dit, moi, quand je joue au baseball, le plus jeune, là, les gars étaient super gentils avec moi, mais j'allais dans leur équipe. Ils me donnaient une petite place pour que je m'intègre puis que je puisse jouer mes games. Puis après ça, je m'en allais. Fait qu'il y avait toute cette chimie-là qui se créait pas, mais tout le monde était gentil. Là. Tout le monde l'accueillait, tout le monde s'occupait bien d'elle. Elle performait super bien, mais jamais, tu sais, comme une gang de gars ensemble, tu sais. Et en effet, Max, je pense que les airs ont changé, on est rendu à une nouvelle génération, ça se fait, les choses sont différentes, fait que ça, c'est plus facile, mais aussi de l'autre côté, maintenant, en ayant plus de filles au Québec, on est capable de les faire jouer ensemble. Puis ça aussi, c'est un avantage, tu sais, des filles, quand ils s'en vont en championnat canadien, quand ils veulent aller sur l'équipe nationale, il faut qu'ils se comparent à d'autres filles aussi, tu sais. Et la chimie, tu viens de dire, la chimie est importante aussi. On est capable un peu de faire un hybride puis des deux, ce qui n'était pas le cas par le passé. Mon Dieu, on a pris une gorgée en même temps à la fin de ta réponse. Quel mauvais timing de gorgée, man! Max, ça passe avec. Y a-t-il une fille qui va peut-être être capable de jouer dans Canam dans pas long? Moi, je pense que... Parce que moi, j'ai coaché Mélissa Mailleux, qui était dans l'équipe nationale de France. Puis, tu sais, je la regardais jouer, là. Puis, tu vois que... Je peux pas dire, c'est normal un peu, faut que tu travailles beaucoup plus fort. Écoute, elle a joué avec les gars, tu sais, c'est quelque chose, c'est pas facile, là.
Puis tu voyais qu'elle travaillait tellement fort, mais ça va être le fun. Dans pas long, Québec va être capable de jouer, exemple, dans les capitales de Québec ou à Trois-Rivières. Ce serait le fun de voir ça. Ben, je pense que le premier step qu'on va regarder, Eric, c'est probablement d'aller avec la ligue qu'on vient de créer, va peut-être ouvrir les yeux aux États-Unis pour que les premières équipes de collèges américains, des universités, vont peut-être décider aussi de former des équipes de filles. Je pense que ce serait la première étape parce que, tu sais, évidemment, on y rêve toutes, là, qu'il y a une fille, une femme qui se rende jusque-là, mais il arrive à un certain moment où les habiletés physiques kick in, puis le corps de l'homme, ben, c'est le corps de l'homme, le corps de la femme, c'est le corps de la femme physiquement, tu sais, fait que je ne m'attends pas à ce qu'un jour, on ait une fille qui soit capable de lancer la balle à 92-93 000 à l'heure. Peut-être, on le verra, mais du moins, de voir qu'il y a assez de filles maintenant pour qu'on soit capable d'avoir leur propre patte, faire quelque chose de plus gros. Puis la prochaine étape, ben, c'est peut-être de dire, nous autres, on lance cette ligue-là. Un jour, elle sera peut-être américaine, la ligue nord-américaine, peut-être internationale. Puis après ça, ben, peut-être qu'il y a du monde qui vont s'ouvrir les yeux puis dire, ben, dans des collèges et des universités, on pourrait offrir autre chose que juste la softball pour les filles. Peut-être qu'on peut offrir aussi. Ben, c'est du fastball, en fait. Moi, j'ai regardé. Des scholarships, oui. Mais tu sais, quand on était aux États-Unis, justement, parce que moi, c'est ce que j'ai adoré à l'hôtel où on restait, il y avait à peu près 22 TV avec 22 games différentes de tout ce qui est collège américain. Et je regardais justement du côté féminin, c'était le fast pitch, tu sais. Ce que j'admire énormément parce que moi, juste la motion d'être capable de lancer. En tout cas, je trouvais ça admirable, mais je me dis, rendu là, oui, je pense que d'avoir l'opportunité de jouer au baseball, je serais curieux de voir combien de femmes feraient le switch et tout. Et là, je vais souhaiter reprendre parce que tu as dit, pas sûr qu'on va avoir une femme lancée à 92-93. Tu viens de toutes les piquer, puis on aime ça. Ça veut dire que là, ils sont motivés justement à prouver que tu te trompes, fait que ça va être extraordinaire. Que ce soit du côté féminin ou masculin. Pardon. C'est la petite. Oui, puis il faut que ça soit une Québécoise. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est quoi le plus gros défi? Tu l'as dit, je veux dire, honnêtement, on est financé par le gouvernement. Moi, je suis tanné de l'argument. Quand on va aux States de voir les installations et de dire, c'est sûr, ils ont plus de cash, ils ont plus de ci, ils ont plus de ça. Moi, je pense, honnêtement, au bout de la ligne, ils ont juste plus de volonté. Moi, je pense que quand tu regardes les installations, ça te donne envie de faire du sport. On a un problème de société qui s'appelle un téléphone cellulaire ou une console Xbox ou whatever. On veut que nos kids pratiquent le sport. Il faut rendre ça attrayant. En dehors de ce que je viens de dire, c'est quoi le grand défi que toi, tu vois par rapport à ce que tu essaies justement d'aller chercher pour l'exposure, excusez-moi l'expression anglophone, mais qu'on ait encouragé les gens de rendre le sport encore plus sexy? Ben, il y a 2-3 choses, je pense. C'est sûr et certain que les infrastructures, c'est un gros morceau là-dedans, là, parce que tu l'as dit, hein, quand tu arrives. Puis, je vais juste faire un exemple là, très, très facile du Québec. On a, le baseball a perdu en popularité dans les dernières années. Disons, on revient à 12, 13, 15 ans en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Les terrains ont été convertis en terrains de soccer. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il y a eu des terrains de soccer synthétiques qui ont été créés. Tu sais, tu as un choix. Là. Tu t'en vas sur le terrain en gazon synthétique à droite ou tu t'en vas dans l'avant-champ, le champ de patates, qui n'a pas de monticule, qui a un trou-ticule au centre, évidemment. Ouais. Et il faut que tu fasses des choix de où c'est que tu t'en vas comme parent avec tes enfants. Ben c'est sûr, certain que le beau terrain de l'autre côté qui est super droite, c'est sûr que ça a un impact sur toi. Fait que ça, c'est un défi. Deuxième défi, évidemment, c'est ça prend plus d'argent dans le système sportif pour avoir un meilleur encadrement. Parce que qu'est-ce qui fait qu'un jeune reste sur le terrain de baseball, qu'une jeune fille reste sur le terrain de baseball? Ben, il faut qu'elle progresse dans la vie. Le meilleur moyen de faire progresser une fille ou un gars, c'est quoi? C'est des bons entraîneurs, c'est des bons modèles, c'est des gens qui sont capables de les encadrer. Fait que nous, on passe nos années à courir après des coachs, après des administrateurs, après du monde pour être capable d'encadrer ces équipes de baseball-là. Puis évidemment, ça fait 15 ans que le baseball au Québec est en augmentation. Tu sais, si on revient au creux de la vague, là, on revient en 2008-2010, il y avait 17 000 joueurs de baseball. Ouais. Cette année, on va probablement passer les 40 000 joueurs de baseball au Québec. Fait que, à un certain moment, pour faire jouer ces jeunes-là, ces 3-4 000 équipes-là à travers le Québec, ben, tu as besoin de beaucoup de ressources. Puis évidemment, ça ne peut pas être juste des gens rémunérés qui font ça. Ça prend aussi des bénévoles, mais ça prend aussi des gens pour former ces bénévoles-là. Parce que vous le savez, les gars, les gens qui vous ont marqué le plus dans votre vie, si vous avez fait beaucoup de sport, là, c'est souvent des entraîneurs. Hein? Ouais. Fait que plus il y a des bons entraîneurs qui sont sur le terrain, des gens qui sont capables de motiver, qui sont capables d'être là pour les jeunes, ben évidemment, plus ils vont avoir une expérience phénoménale, puis ils vont rester dans le sport. Puis des fois, c'est peut-être des jeunes de 8, 9, 11, 12 qui décrochent parce qu'ils ont une mauvaise expérience, qui auraient peut-être continué, puis qui ont beaucoup de talent pour continuer. Fait que tu sais, ça, c'est des défis qu'on a de trouver des ressources financières pour garder notre monde, pour bien former nos gens. Puis évidemment, ben après ça, ben c'est juste les humains, là, d'avoir assez d'arbitres, d'avoir assez de marqueurs, d'avoir assez d'entraîneurs, d'avoir assez d'administrateurs de clubs qui s'occupent des uniformes, qui s'occupent des règles, qui s'occupent des formations. Ben ça, c'est le défi qu'on a. Puis évidemment, avec la croissance que le baseball a, ben
On en a besoin vraiment beaucoup. Et puis moi, je vais prendre le temps pour on va finir là-dessus. C'est de vraiment. Tu sais, moi, je me souviens, j'ai passé beaucoup de temps à regarder du baseball junior élite. Il y a les Orioles de Montréal, il y a évidemment, tu sais, moi, je suis dans la région du 514-450, je suis allé à Longueuil, à Laval, je me déplace, j'aime ça aller dans. Tu sais, il paraît que quand tu vas au Saguenay, c'est la folie furieuse. Tu sais, ceux qui nous écoutent présentement, être dehors une journée chaude d'été à manger un hot dog, parce que oui, évidemment, tous ces endroits-là ont leur petit stand. Ça vaut la peine. Ça fout un sourire sur le visage. C'est un beau temps de famille. Tu vois les enfants courir partout. Puis il faut l'encourager. Puis il faut surtout, puis message au gouvernement, on peut-tu équilibrer un peu, justement, rendre un peu les installations sexy. Parce que je veux pas être méchant. Tu vas à Montréal, le stade est quand même, le stade Gary Carter est super intéressant. Je suis pas en train de blaster Saint-Eustache. Tu vas là, tu as l'impression que c'est un stade Bantam et c'est junior élite. Il est temps que, on peut-tu, s'il vous plaît, rendre le sport sexy? Ça va encourager les gens à vouloir bouger. Et les gens qui nous écoutent, bonne game de baseball avec un dog dans la bouche. Il n'y a rien qui bat ça. Hey Max, je te remercie infiniment. Je pense qu'on va reparler à un moment donné cette année. C'est clair. Absolument. Et merci encore une fois pour ce beau voyage. Merci, Max. Merci, Max. On se reparle dans pas long. Hey, les gars, c'est votre premier show. Hein? Je vous félicite. Puis j'espère que vous allez avoir une belle saison. Ah, t'es fin. Merci. Man, c'est gentil. Hey, on passe au prochain segment qui s'appelle La Souricière. Oui, on a voulu appeler ça un autre nom, mais on nous a obligé à dire La Souricière. Here we go. Évidemment, c'est un podcast, fait que on essaie d'avoir un timing. Moi, j'ai le chrono devant moi, pendant qu'Éric boit son bourbon. Et ce qui explique le sourire présentement. Ça vient tranquillement pas vite, là. Oui, les rougeurs, évidemment, c'est pas le soleil. Tu habites en Arizona 12 mois par année, fait que ta peau est habituée. Et je vais vraiment... C'est les lumières, je pense. Mes lumières sont trop. Ouais, je vais rajouter ça la prochaine fois. C'est un problème de lumière, c'est clair. Mais je vais montrer, il faut qu'on partage ça aux gars parce que je suis descendu, évidemment, en Arizona. J'ai passé du temps avec toi. On a passé une couple de jours ensemble à préparer le podcast. On parlait des sujets puis des invités qui s'en viennent. Puis je vais vous faire une anecdote. Je sais pas si je peux te dire tout de suite. Non, je vais regarder, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un tease. Prochain épisode, je raconterai l'anecdote d'un appel que tu m'as fait une couple de semaines qui m'a juste... Est-ce que je te mort de rien? Mais on a évidemment, tu sais, on y allait avec les grandes lignes de l'émission, puis on arrive ici tantôt. Une chance, je suis arrivé de bonne heure, je suis arrivé à 7 h, et Simon, évidemment, le réalisateur, et Louis-Philippe LP, qui est le producteur, ont fait OK, tu sais, pour les 4 segments, puis j'ai fait fuck. On n'a jamais séparé l'émission en 4 segments. Fait que, dans tout le professionnalisme de Maxime Martin et d'Éric Gagné, pendant qu'on était sur écran, ça a été écrit à la main sur comment on allait segmenter, évidemment, l'émission. Ça, c'est celle qui est en français. Celle en anglais est beaucoup mieux préparée. Moi, j'ai un highlight le mien, au moins. Oui. Moi, je suis en jaune. 1, 2, 3, 4. Oui, mais ça fait partie du budget que t'as. Garde ton décor, garde le mien. C'est juste normal. Écoute, moi, je suis juste content qu'on m'ait donné un crayon puis du papier. J'étais sûr qu'il allait demander, il allait me donner un bout d'écorce, puis il aurait fallu que je prenne un ongle. Beau parchemin. Exactement. Évidemment, ici, ça s'appelle La Souricière. C'est un segment où on espère pouvoir traiter de sujets chauds. Écoute, c'est notre première émission. Fait qu'avant vraiment de mettre le feu à un sujet, à un propos, on va quand même se baptiser un peu. On va baptiser un peu le segment d'une façon un peu plus douce. Tu parlais de tes Dodgers. Moi, je n'ai jamais dit ça, mais quand tu étais avec les Dodgers, j'ai toléré. Mais man, j'ai toujours eu une espèce... Moi, là, j'ai commencé à être un fan des années 70, tu sais, fait que, tu sais, j'ai quand même, j'ai 6 ans de plus que toi, 7 ans de plus que toi. Moi, l'époque, puis j'avais un chum qui s'appelle Martin Roy, que je salue, qui est rendu, évidemment, prof, je pense qu'il est même chef du département d'éducation physique à l'Université de Sherbrooke, me foutait Garvey, Lopez, Russell et Ron C. dans la gorge à n'en vouloir vomir. Fait qu'il a fallu vraiment que je fasse la paix avec ça. Mais ça m'amène à ma question, parce qu'on en a parlé en dehors des ondes tantôt. Tu sais, on a parlé des Yankees, on a parlé des Mets, on a parlé, tu sais, même à Toronto, j'aime la chimie des jeunes, parce que même si on les paye cher pour aller chercher d'autres joueurs, c'est des jeunes qui ont grandi dans le système. Mm-hmm. Mais je regarde les Dodgers, puis, tu sais, ces dépenses illimitées-là, puis je te pose la question, un moment donné, puis tu sais, je pense que c'est pour ça que les Dodgers m'ont souvent tapé ses nerfs, ils ont toujours trouvé une façon d'attirer les meilleurs joueurs, mais qui ne veut pas être millionnaire en Californie, on s'entend-tu, là, tu sais? Y a-t-il un moyen où est-ce que tu peux avoir trop d'ego à gérer dans un vestiaire? Oui, puis non, on va parler un petit peu, c'est plus la culture. C'est plus que, écoute, si tu es capable d'avoir un bon système, tu sais exactement quel genre de dans ton système, de ce quoi exactement tu veux inculquer comme culture. Je pense que c'est ça exactement qu'ils ont les Dodgers. Tu sais, comme Tommy Lasorda, il disait, c'est pas le nom en arrière. Ouais. C'est vraiment vrai. Puis c'est tout le monde. Quand on est jeune, quand on est arrivé dans les Dodgers, des mineurs, on regardait les Dodgers. Écoute, Jackie Robinson est à il a joué pour le Royaume de Montréal. C'est quelque chose qui est vraiment important, Jackie Robinson.
avec les Dodgers. Puis c'est ça, moi, Tommy Lasorda, il lance. Mais écoute, oui, tu peux avoir trop de bons joueurs. Ça se peut. Sauf que si tu as des bons qui comprennent exactement leur job, puis la responsabilité, puis tu es vraiment un bon manager, un gars comme Dave Roberts, c'est ça la différence. Un gars comme Dave Roberts, avec les Yankees, un Joe Torre qui faisait la grosse différence. Eux autres, ils étaient capables de manager. C'est beaucoup d'égos. Écoute, on fait des 20, 30, 40, 50 millions à cette heure. Puis il faut vraiment tu manages des égos. Vraiment, tu sois vraiment. Direct, ouais. Tu leur dis, exact, direct, mais respectueux. Je pense que c'est ça qu'ils ont les Dodgers. C'est vraiment une belle machine. C'est vraiment une belle machine. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Oui, ils ont de l'argent à dépenser, mais on est tout le temps in-house. Toujours à l'intérieur. Regarde-toi. C'est quand ils sont prêts, puis ils peuvent se payer. Ils se disent, gars, OK, le jeune, il est dans le 2A. Il va être prêt dans le 2A. Ils vont monter trop vite à cause qu'ils n'ont pas d'argent. Ils vont payer un gars 1 an ou 2 ans. Puis ils vont remplir un trou 2-3 ans. Juste justement pour que le jeune soit prêt, pas les rusher un petit peu trop vite. Ils ont fait la même affaire avec moi. Ouais. Je pense que c'est la raison pourquoi ils sont capables d'avoir du succès année après année. Mais ils ont une belle culture, puis il y a un beau système qui est en place, puis que tout le monde y croit. C'est ça le plus important. Oui, parce que même à travers ça, on a quand même développé des jeunes. Je veux dire, Kershaw est arrivé pour le système. Je veux dire, présentement, Altman, Vergas, c'est tous des gars qui ont fait leur. Parce que des fois, tu peux être découragé d'avoir tellement de vétérans, surtout des gros noms, de dire, man, quand est-ce que je vais percer, t'sais. Mais, mon TDAH embarqué, je viens de recevoir une notification en haut de nos deux faces. Fait que j'ai pas pris mon concerto aujourd'hui. En fait, je l'ai pas pris pendant tout. La bouteille, ça fait un mois qu'elle est sur mon bureau. Je suis pas rendu là, ça sera un autre sujet pour une autre fois. mais ça va paraître. Pardon, ça va paraître niaiseux comme question, mais en fait, quand il y a des rumeurs d'échange, d'aller chercher un certain joueur pour justement le stretch final pour les séries, pour renforcer l'équipe ou juste faire les séries, tu vas chercher un joueur qui peut avoir une réputation, on va dire, correcte pour être gentil, dans le sens que tu le sais que c'est une attitude. Sans dire que ça peut être un cancer pour un vestiaire, mais tu sais dans quoi tu t'embarques. Est-ce qu'un directeur gérant va approcher les vétérans de l'équipe pour dire, bon, hey, ça se peut qu'on ait la chance d'aller chercher X, Y, Z. Êtes-vous à l'aise avec ça ou ça va foutre la marde d'ici? Oui, mais écoute, c'est ça une bonne équipe. Ça parle à les joueurs. La communication, c'est la chose la plus importante, je pense, dans une équipe de baseball, surtout une équipe que c'est des milliards et des milliards de dollars. Puis c'est pas juste gagner cette année, c'est gagner à chaque année. Puis une équipe comme les Dodgers, ils en parlent toujours. Tu vois, ils vont toujours parler un gars, comme exemple, on parle de Kershaw qui est revenu cette année. C'est sûr qu'ils vont demander. Ils sont en charge du genre de comment que ça se passe dans le club. C'est qui fit pas. Puis il va toujours en parler, ça les joueurs, de donner la responsabilité aux joueurs. C'est la responsabilité du coach de leur donner la responsabilité. Puis la communication des joueurs au coach puis au front office, ça, c'est juste la confiance. C'est la confiance que le front office pense à Roberts a confiance à ses joueurs, et vice-versa. C'est ça la beauté des Dodgers. Ça travaille de bas en haut et de haut en bas. Puis ça, c'est la raison pourquoi il y a une belle continuité par rapport à gagner. Puis la culture de. Fait depuis moi, j'arrive là, qu'on parle juste ça, on gagne, on essaie toujours de gagner contre les Giants. Ça, c'est sûr, on a payé les Giants. Plus que les Padres? Ben, dans ton temps, oui. Dans ton temps, oui, parce que les Padres, tu n'étais pas dans la course à l'époque. Mais aujourd'hui, ça a changé. Les Padres, ça a changé un petit peu. M'a dire de quoi. Ça se tape sa gueule à chaque 2 matchs, là, je veux dire. Fait que, il se passe quelque chose entre ces deux équipes-là. Non, c'est le fun à voir aussi. C'est le fun d'avoir la grosse rivalité. Diego qui sont vraiment. Puis là, les Giants sont toujours bons. Écoute, c'est la même chose avec les Giants. Je pense qu'ils ont appris beaucoup des Dodgers. Puis ils ont tout le temps été le genre de step-child un petit peu. C'est vraiment le fun. Les 10 dernières années, je pense que les Giants sont un peu chez les Dodgers. Ah non, puis c'est une division que j'adore regarder. Puis honnêtement, je pense que d'ici. Bon, les Rockies, c'est les Rockies, mais on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais du côté de l'Arizona, il y a un beau noyau de jeunes joueurs. Et c'est un propriétaire qui n'a pas peur de dépenser. Il attend d'avoir son noyau un peu plus en forme. Ça, c'est mon hypothèse personnelle. Puis je pense que d'ici 2 ans, on va aller chercher d'autres gros noms pour rivaliser avec les 2 autres marchés. Fait que d'ici 2-3 ans, ça va être. Pour moi, ce que là, on voit dans la Ligue américaine de l'Est, on va voir ça dans la Ligue nationale de l'Ouest. Hey! Évidemment, il nous reste un segment qui s'appelle La Relève. On est tellement content de l'avoir. On va accueillir dans quelques secondes. Après, il faut vous montrer. Tout le monde a tellement travaillé fort sur nos slides, sur nos. Comment tu pourrais appeler ça? Sur les. Mais là, c'est quoi le mot que je cherche? C'est ça qui est le fun quand tu es. Le visuel. Merci, exactement. On a la raison, c'est pas à cause de moi et toi. Non.
Oh non, c'est clairement pas. Quand tu regardes comment on a créé le show 1 heure avant avec nos belles feuilles. C'est ça qu'on a. Exactement. Ça aurait été un bonhomme, mais c'est comme on voit. En tout cas. Hey, on passe à la relève. Il est là, l'homme. Charles Leblanc, comment ça va? Salut, ça va bien, toi? Oui, ça va. Écoute, on s'est vu, on a la chance de se croiser au camp d'entraînement des Marlins cet été. Évidemment, ça commence difficilement avec une blessure au dos, ce qui est plus frustrant que douloureux, honnêtement, tu sais, quand t'arrives. Et moi, je me suis dit, ce que j'aime de ton histoire, Charles, c'est que tu t'es repêché quand même assez haut. Tu sais, ça a avancé lentement avec les Rangers. Bang, tu te ramasses avec les Marlins. L'année passée, du côté majeur. Crime, pas sur le 40-man roster, comme on dit. Et t'as des choses encore à prouver. Puis moi, ce que j'ai vu, malgré la blessure, j'ai vu un gars de 26 ans qui avait le feu dans les yeux de dire, malgré les douleurs au dos, faire « Attendez, mais ma gang, je vais rester poli, ça s'en vient. » À quel point que ça a été tough comme camp d'entraînement puis les derniers 6 mois? C'est la game, là. Si t'es là assez longtemps, tu vas avoir beaucoup d'up-down. C'est sûr qu'avoir fini sur un high aussi haut que ça en passé, que de me faire DFA pendant l'off-season, manquer le WDC à cause de ce petit retard avec mon dos-là, ça n'a pas été évident. C'était une couple de claques d'en face que je pensais pas que j'aurais eu à dealer avec. Mais là, ça va mieux, puis on prend ça une game à la fois, un AB à la fois. Là. Tu m'as dit ça une game à la fois, pour le vrai? Tu m'as sorti ce classique-là, mais non, je t'agace parce que... Non, mais t'as pas le choix. C'est ce que j'aime du baseball. Tu sais, moi, la fameuse théorie du poisson rouge, parce que c'est tough, tu le sais, je veux dire. Tu vois, OK, ça se passe vite, mais tu sais, quand t'arrives, c'est au bâton, puis tu le sais que justement, le présentement, t'es dans le 3, tu sais, j'imagine qu'il faut avoir cette patience-là de, tu sais, quand je sais pas, moi, t'as une game, c'est 0 en 4, tu sais, la fameuse théorie du poisson rouge où tu oublies vite. Parce que j'imagine qu'à un moment donné, tu fais comme... Le désir de monter doit se faire étape par étape. Là. Faut pas que tu ailles trop loin. Faut que tu aies vraiment un rythme soutenu et rester focus. Je sais, je viens de sortir moi-même un gros cliché, mais c'est de la base, non? 100%. Justement, j'ai eu un début de... j'ai commencé un peu plus lent, justement. Pas avoir de camp d'entraînement, un peu trouver mon rythme dans les premières games de la saison. Puis, par bout, j'étais juste pas chanceux, je frappais à balle fort, dans les mains de la défense, juste, pas de hit, mais j'avais des bons at-bats, beaucoup de walk, frappais à la balle fort, mais j'avais juste pas le bonbon à la fin, mais il y a un teammate, justement, il m'a dit quoi, puis ça a vraiment résonné avec moi, dans le sens que il me dit, tu vas avoir 50 mauvaises games, 50 vraiment bonne game, puis 50 average game. C'est 150 games dans ta saison, puis à la fin, si tu as fait 50-50-50, c'est une très bonne saison pareil. Fait d'avoir commencé slow, ça veut pas dire que c'est pas ça qui va faire en sorte que mon premier 20 games, ça a mal été, c'est fini. Non, la réalité, c'est qu'il t'en reste un autre 30 à mal jouer, mais après ça, tout se place à la fin de la journée. Fait que c'est ça le baseball, tu vas être le... T'es un grinder. Écoute, depuis le début, t'es un grinder, puis t'as tout le temps fait ça. T'as tout le temps travaillé fort, puis écoute, quand tu fais descendre DFA comme ça, c'est sûr que c'est difficile. Mais c'est quoi tes attentes, toi, cette année, exactement? C'est quoi, penses-tu d'arriver des majeurs avec les Marlins, que tout le monde le sait, c'est quand tu es dans le 3, quand tu es dans n'importe où des mineurs, c'est un showcase pour toutes les autres équipes en même temps. Tu sais, quand tu étais avec les Rangers, tu as eu vraiment des belles saisons. On parle du 3, dans le 2A, dans le 3, tu étais un joueur qui jouait pas mal partout, puis tu as eu la chance de monter quand même assez vite, je trouve. Écoute, c'est avec les mineurs qu'on avait avec les Rangers, c'est difficile de monter vite, mais tu as monté quand même vite. Puis là, tu es rendu avec les Marlins. C'est quoi exactement? C'est quoi qui s'attend? C'est quoi tes attentes? Honnêtement, c'est quelque chose qui ne communique pas vraiment beaucoup. Puis des fois, c'est ça qui est un peu frustrant, dans le sens que cette année, nouveau coaching staff de A à Z pratiquement, nouveau manager, infield coach, first base coach, c'est un nouveau staff complètement. Fait que justement, d'avoir été retardé dans mon camp d'entraînement, ça m'a pas aidé à faire cette première impression-là.
Mais la réalité, c'est, tu l'as dit, j'ai tout le temps grindé. Faut que tu restes une option. Il n'y a personne qui va aller chialer dans l'office du manager dans le 3 qui frappe 180 qui dit pourquoi c'est pas moi qui s'est fait monter. La réalité, c'est qu'il faut que tu restes une option, il faut que tu restes disponible pour n'importe quel move. Puis comme tu as mentionné, tu joues pour les 30 équipes à la fin de la journée. Fait garde la tête basse, continue de grinder, mets des bons chiffres. Puis la réalité, je contrôle qu'est-ce que je peux contrôler, mais justement, ces décisions-là de roster puis tout ça, c'est pas moi qui contrôle ça. Fait que la seule chose que je peux faire, c'est leur forcer la main le plus possible. Mais en fait, ce que je comprends pas, parce que je suis content qu'Éric ait posé la question, puis tu as un peu répondu à ce que j'allais demander, c'est je peux pas croire, parce que tu sais, t'as pas joué 2 games l'année passée, t'en as joué quoi, pas loin d'une quarantaine, si je me trompe pas? Avec les Marlins? Ouais, je pense que j'étais actif genre 42, 44 games, quelque chose comme ça. Là. Fait que tu sais, je veux dire, c'est quand même un quart de la saison. Je peux pas croire qu'après ça, on te renvoie en bas sans te dire des choses précises, sans te faire un plan de match, sans te faire de garanties ou des fausses promesses. Je veux dire, en même temps, ça sert à rien non plus de te mentir en pleine face et de faire de faux espoirs, mais on sait que souvent, mettons, au hockey est un bon exemple, on te renvoie dans la Ligue américaine, tu sais ce que tu as à travailler, tu as cette discussion-là. Moi, je peux pas croire que, honnêtement, c'est comme genre, hey, va te battre avec les autres puis que le meilleur gagne. T'sais. Et je vais même poser la question en 2 tranchants. On sait c'est quoi être un gérant au niveau peut-être du baseball majeur. Éric peut me le confirmer. Je suis pas sûr qu'en haut, ils ont le temps de jouer au psy tant que ça, mais dans les mineurs, est-ce que, en général, dans le 3, dans le 2A, est-ce que les coachs sont plus près des joueurs parce qu'ils savent qu'ils sont en train de former le futur de l'équipe? Honnêtement, c'est quand même dur à répondre parce que c'est dur de dire ah non, les coachs font pas ça, mais il y en a tout le temps un qui va être différent. De parler d'expérience personnelle, j'ai eu des coachs qui étaient vraiment très passionnés, je veux dire, avec les Rangers, des coachs avec qui je texte régulièrement encore. Puis, j'arrive dans une nouvelle organisation que notre coach est un peu plus old school, si tu veux. Ouais. Fait c'est là les clashs un peu. Ça fait des années qu'il coach. Fait que je suis là, je fais ma job. Si tu as besoin d'aide, je vais être là pour t'aider. Puis, c'est quasiment juste professionnel. Là. Je sais pas si ça répond à la question, mais c'est si t'as cassé avec ta blonde, je veux pas en entendre parler, mais si t'as mal aux genoux, dis-moi, c'est ça. Ouais, c'est ça, quasiment. Ouais. Puis toi, Charles, t'es-tu plus old school, genre feel guy ou data, t'aimes ça, savoir un gars, tout ça, ça va souvent. Le new wave of baseball, c'est un petit peu data. Puis les nouveaux coachs aussi, c'est plus data, c'est plus launch angle, exit velo, des choses comme ça. Moi, j'adore ça, le data, mais il y a quand même un feel. Toi, es-tu un gars, comme exemple, je suis ton pitching coach, un gars que on parle-tu de feel, on parle-tu de data, on parle de quoi? C'est quoi que t'aimes, ton coach? Honnêtement, c'est drôle que tu mentionnes ça, le pitching coach, justement, parce que j'ai eu un talk avec les analytics pour le pitching, justement, parce que au début de la saison, ça n'allait pas nécessairement très bien de mon côté. Fait que j'étais comme OK, je sais c'est quoi mes zones où je peux faire du dommage, mais c'est quoi que l'autre équipe essaie de faire? C'est OK, avec 2 prises, mettons ton cold zone, c'est up and in, ou peu importe la zone. Fait que là, tranquillement, pas vite, j'étais capable de comme un peu shaper dans ma tête. OK, j'ai 2 prises, c'est quoi qu'ils essayent de faire? Je connais, mettons, je regarde up and over, mais eux autres, ils essayent de venir hard in en haut. Mais comment je fais pour m'ajuster à ça? Je peux pas juste espérer d'avoir un mistake over the plate avec 2 prises puis ajuster. Fait côté approche, j'aime justement le côté analytique, mais qu'est-ce qui est justement de exit velo puis tout ça, si tu frappes la balle sur le barrel, elle sort vite, tu le sais que tu vas frapper fort. Si tu frappes une balle dans le gap puis elle slice, OK, tu sais que tu l'as pas frappé square. Fait que j'ai mon feedback right there and then. J'ai pas besoin d'aller voir
OK, mon launch angle était de 35 avec le spin de la base. J'ai l'impression qu'il faudrait se prendre des notes. Je pense qu'il y a un examen à la fin. On m'a pas averti qu'il y avait autant de... Mais c'est compliqué comme ça, mais c'est rendu... C'est le fun. Des fois, il y a du monde que c'est un petit peu moins bon. Peut-être le feel. C'est une combinaison un petit peu des deux. Il y a un juste milieu, il faut essayer un petit peu, mais c'est ça, c'est rendu de même. AR, Mais j'ai une autre question que je vais te poser, c'est quoi le meilleur restaurant à Miami? C'est quoi le meilleur restaurant à Miami? C'est le premier podcast, puis on manque déjà de questions de baseball. Attends, j'en avais d'autres. Mais non, vas-y. Non, pas ton temps, c'est moi avant. OK, vas-y. Honnêtement, à Miami, j'ai pas tant sorti. J'habitais juste à côté d'un campus universitaire. Fait que, il y avait juste des classiques, Little Caesars, puis des fast-food. No big league meals. No big meals. Non, c'est ça. C'était plus sa route, souvent. On allait à Philadelphie, puis c'est comme il y a un Texas de Brazil, whatever. OK, on va aller manger là, ou peu importe. Fait que c'était plus sa route qu'on dinait out. Bon, mais là, je vais me sentir un peu niaiseux avec ma question de baseball. On est rendu en restauration et en guide touristique. On vient dans le baseball. Non, mais j'allais dire, moi, c'est une question que je me suis toujours demandé parce que, tu sais, genre, je prends l'exemple de Jared Kelenic avec les Mariners. Je le nomme parce que moi, ça fait 3 ans que j'ai protégé dans mon pool. J'ai un pool que tu peux protéger tes joueurs l'année prochaine. Et, ça a dû être long avant que... Ben, je l'ai coupé, je l'ai releasé cette année. Puis là, il frappe pour 300. Non, tu l'as échappé. Exactement. Mais écoute, j'étais patient. J'ai donné 3 ans d'amour à ce gars-là, man. 3 ans d'amour. Il m'a même jamais dit bonjour, mais ça, c'est un autre sujet. Et j'ai entendu parler, évidemment, d'une transformation par rapport à son batting stance. Excusez-moi, comment on dit? Ben, écoute, il va y avoir beaucoup d'anglicisme. Je m'excuse pour les gens qui nous écoutent, mais à quel moment donné est-ce que tu dis... Parce que moi, ça me ferait quand je vois que les gars ont des bonnes séquences, des bonnes saisons, tout d'un coup, ils tombent dans une slump, puis ils vont dire « Ah, j'ai tweaké, j'ai changé des affaires. » Et c'est quand même bizarre, tu dis ça a déjà fonctionné, pourquoi ça fonctionne plus, j'amène ça à une autre affaire. T'sais, à quel stade est-ce que tu dis, parce qu'il ne faut pas que ça devienne non plus une obsession, puis qu'à chaque 3 games, tu déplaces le pied, tu déplaces ta position pour ton transfert de poids, etc., whatever, là. Non, mais c'est rendu, ça revient un peu au data que Eric parlait, dans le sens que une saison, tu peux avoir fait un ajustement, mettons que tu avais de la misère à frapper, je sais pas, change-up ou off-speed bas dans zone. Mettons que tu changes ton stance, tu es capable de crowd un peu plus la plate ou peu importe pour te rendre à ces pitches-là. Mais là, ce data-là, il se fait calculer toute l'année. Fait que là, l'année d'après, c'est quoi qui arrive? Mais là, toutes les équipes sont comme, OK, c'est comment qu'on attaque ce gars-là? Ah, ben, il y a eu beaucoup de succès bas dans zone avec le off-speed. Fait qu'on va peut-être essayer d'aller justement haut, genre fastballs up. Et ça, tu le sais qu'ils vont viser ton point faible anyway. Fait que tu peux t'ajuster les gens partants, là. Ou exactement. Mettons que c'est pas un pitch que tu avais le up and in, mettons, dans ta tête, c'était pas nécessairement un pitch que tu avais de la misère à frapper. Mais là, l'an d'après, tu arrives, puis tu te rends compte que tu es en train de te faire exposer up and in parce que tu te fais passer, tu manques tes barrels, peu importe. Mais là, c'est comme, OK, j'avais fait mes ajustements pour être bas dans zone. Là, qu'est-ce que je fais pour un peu me rajuster à la ligue ou me rajuster au pitching staff de certaines équipes? Parce que c'est pas toutes les équipes qui vont te lancer de la même manière non plus. Fait que c'est... Ouais. Honnêtement, c'est que ça, juste faire les ajustements. Non, mais je te file. Moi, il a fait un comeback cette année en Arizona pendant le camp d'entraînement de l'ABC. Ouais, j'ai vu ça. Exactement, tu sais, écoute. Un bon walk. Un bon walk, après ça, sur le deuxième, ouvert les hanches trop vite. Et je pense que déjà, je soupçonne qu'Éric avait donné aux jeunes lanceurs mes points faibles et mes points forts. Et je te confirme qu'il y avait beaucoup plus de rouge pour mes points faibles que mes points forts. Éric, je te laisse la dernière question. C'est quoi qui se passe avec toi, là? Genre, parle-nous un petit peu de... Tu sais, quand on parlait cette année, tu veux être rendu d'un match, tu veux avec les... C'est quoi la différence des Marlins par rapport aux Rangers? C'est quoi la différence de genre, on parlait de culture un petit peu, on parlait aussi de ça, de data, comment ils utilisent le data de old school, new school. C'est quoi la différence? Puis le coaching, la culture, c'est quoi tu vois la différence entre les deux équipes?
Puis t'inquiète, c'est en Honnêtement, français, je pense- on va pas le traduire, fait que tes employeurs sauront jamais ce qu'on est en train de dire. Fait que, Une affaire que j'appréciais beaucoup avec les Rangers, c'était justement l'espèce de culture d'être tough, d'amener la game à l'autre équipe, entre les manches, tu on and off the field, amène, pousse la balle de l'autre côté, juste tout le temps pace, tout le temps justement juste mettre l'autre équipe inconfortable, justement, vu que tu veux juste pousser, puis peu importe ce qui arrive, on vient de se faire scorer 3, on va t'en scorer 4. C'était tout ce qui était mentalité, mental toughness, puis tout avec les Rangers, j'ai vraiment adoré. Tandis qu'à Miami, qu'est-ce que je connais un peu plus, et il y a beaucoup plus justement de old school guys qui sont beaucoup plus justement des field guys. Fait que c'est comme, OK, aujourd'hui, on va faire un two-man fungo, tu vas avoir 3 minutes de ground ball à toi, 3 minutes de ground ball à gauche, 3 minutes de ground ball à droite, 2 minutes de double jeu, fini. C'est ça ta pratique d'avant-champ. Tandis que, je me rappelle avec les Rangers, on avait comme peut-être 5 ou 6 drills sur le terrain. Puis si tu étais un joueur de premier but, ben, tu allais pratiquer au shortstop. Si tu étais un joueur de first base, tu allais pratiquer au deuxième, tu allais pratiquer au troisième, justement pour juste devenir un bon athlète, devenir un bon infielder, apprendre à bouger tes pieds de différentes manières, coordination aux mains. Fait autant que maintenant que je suis un peu plus vieux, je sais qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Miami, c'est un bon fit parce que justement, je sais c'est quoi que j'ai besoin de faire. Mais mettons un joueur qui est un peu plus jeune, qui a besoin d'un peu plus de guidance, excuse pour mon anglais, je pense pas que c'est nécessairement comme le meilleur des fits parce que ils t'apprennent pas vraiment l'éthique de travail comme, mettons, les Rangers m'ont appris en montant dans l'organisation. Fait je suis vraiment grateful d'avoir grandi avec les Rangers. Mais là que je suis un peu plus vieux, c'est le fun de voir qu'est-ce qu'il y a un peu plus à l'extérieur d'autres équipes. Puis étant un agent libre l'an prochain, peu importe qu'est-ce qui arrive, ben, au moins là, je vais avoir l'opportunité de choisir où je veux aller passer les prochaines années. Là. J'avais dit la dernière question, mais je veux quand même, ce serait con de ne pas profiter de ta présence pour dire que ici, c'est rempli de jeunes qui t'admirent, qui espèrent vivre, évidemment, exactement ce que tu es en train de vivre. Il y a des hauts et des bas. Il y a de l'adversité, pas juste des majeurs, pas juste des trois, mais à travers toute cette carrière-là. Tu as joué 4 ans dans un collège américain à l'Université de Pittsburgh. Quand même une grosse cour dans la ACC. Exact. Et qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Un petit message, juste, justement, j'en parlais au début du podcast. L'étincelle dans les yeux des jeunes qui rêvent. Certains vont être repêchés cette année. C'est pas tout le temps rose. À quoi tu t'accroches? C'est quoi le message? Le plus gros message que j'aurais à donner, c'est si tu penses que if you think you figured it out, ou si tu penses que genre like you're the next big thing, genre ton mindset n'est pas à bonne place parce que Pro Ball, it's a whole different beast. You gotta sink or swim. T'arrives pro, t'étais peut-être le meilleur joueur dans ton équipe collégiale. Guess what? T'arrives dans un environnement que le monde se font payer pour prendre ta job. Il y a des gars plus jeunes que toi qui veulent prendre ton spot. Il y a des gars plus vieux qui veulent stick, qui eux aussi veulent continuer de jouer. C'est ça, ça devient une jungle. Là, fait de jamais prendre rien pour never take anything for granted. Ouais. Ben, c'est tellement bien dit. C'est justement parce que la journée que tu prends les choses pour acquises, comme tu viens de dire, mais pas juste ça, la seconde que tu penses que parce que t'es repêché, ça va être facile, la seconde que tu penses que, comme tu l'as dit, j'aime bien l'expression the next big hot thing, la vie va t'en sacrer, te ramener pour te rasseoir, faire hey, TQ. Ça se passe pas de même. Hey Charles, man, un grand plaisir. Ouais. On va se revoir bientôt d'ici la fin de la saison, c'est clair. Moi, à un moment donné, d'ici la fin de l'été, je me suis promis que j'allais me faire un petit trip de van life pour aller voir toutes les kebs un peu partout. Et j'ai un bon feeling qu'au mois d'août, quand je vais aller te voir, ça va dans la Ligue majeure. Hey, merci mon cher. Merci mon merci à vous autres.
Yes, sir. Fais attention à toi. Évidemment, il n'y a pas vraiment de visuel pour le dernier segment. C'est pas vraiment un dernier segment. J'en parlais avec Eric et je pense que c'est le premier podcast francophone. Pour ceux que je l'ai dit tantôt, à 22h, dans quelques minutes, en fait, dans moins d'une demi-heure, on va faire la version anglophone avec... cette fois-ci, on va avoir juste un invité, mais quel invité? Larry Walker. Man, je suis déjà... Oui, exactement. Fait que, ouais, exactement. Évidemment, j'encourage les gens à nous suivre sur les réseaux sociaux parce qu'on vient de faire popper ça, évidemment, en dessous de ma face. OK, là, LP puis Simon, je le sais, là, merci je vais juste finir un mini édito, si je peux me permettre. Je peux-tu revoir ma face parce que si je ne me vois pas, je ne suis pas déconcentré. Je suis un artiste. Tout est à propos exactement, de mon ego et de... Non, mais j'en ai parlé aujourd'hui écoute, j'ai une obsession avec ça. J'en ai parlé, je t'ai fait ma thérapie, Eric. Et je m'adresse un peu, que ce soit au gouvernement municipal ou fédéral ou québécois. Sacrement, je m'excuse, je l'assume, je l'ai dit, sacrement, ramenez-nous les expos. Ouais. Montréal a déjà été une grande ville. Quand j'étais TQ, c'était toujours chaud entre Toronto et Montréal. Ça ne l'est plus. Je me souviens, moi, quand j'ai commencé ma carrière d'humoriste, les gars de Toronto venaient faire des gags en anglais ici, même en français, sur comment c'était pathétique à Toronto versus Montréal. C'est maintenant le contraire. Je ne fais pas de gags de con orange. Quoi qu'honnêtement, si on cherche des matériaux pour le prochain stade, moi, je le ferais quasiment, ça serait une belle dédicace. Des Orange Dome, tant qu'à faire, rendu là. Mais c'est surtout aussi de se donner... Montréal est une grande métropole. C'est le temps qu'on puisse redevenir ce qu'on a déjà été à l'époque de Jean Drapeau. Écoute, je monte à loin, je le sais. Pour ceux qui pensent qu'ils ne savent pas de qui je parle, Wikipédia. Mais tu sais, on était, quand le métro est arrivé, quand on a eu l'expo mondiale, évidemment, et les expos, le nom est basé sur ce grand événement-là. Je veux être dans une ville qui revient au baseball, en fait, qui revient dans les majors en général. Tu regardes Toronto, tu as les Raptors, tu as évidemment les Leafs, on sait, et tu as les Blue Jays. Tu débarques dans ce qui est une vraie métropole. Et c'est ce qui attire l'œil. Il faut aussi surtout d'arrêter de voir un nouveau stade comme une dépense. C'est un investissement. Les retombées de ce genre d'investissement-là sont claires. Et je ne veux pas tomber dans le côté économique de la game, mais je veux surtout dire, parce qu'on a parlé au début avec Max Lamarche, ça part du haut. Et oui, le baseball, mais dans tous les sports, on peut-tu rendre nos installations plus attirantes pour que les jeunes aient envie d'aller jouer dehors? Et dis-moi si je me trompe, Eric, mais avec les revenus partagés aujourd'hui, ça serait viable d'avoir les expos à Montréal. Ah ben oui, à 100%. Je pense aussi les revenus, la source de revenus. On parle de social media, on parle de... Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Dans le temps, je pense que c'était les hot dogs. OK, là, ça a changé. À cette heure, il y a beaucoup d'autres sources de revenus qui changent exactement, qui ne viennent pas de la même place. Puis je pense qu'on le mérite. On mérite une... Oui, on a beaucoup de fans de baseball. On a la passion, on a l'histoire. On parlait justement de Jackie Robinson. On a beaucoup d'histoires à Montréal. En 94, on ne va pas dire la Série mondiale, mais on s'est fait voler notre équipe quasiment. Il faudrait qu'il y ait un astérix à côté de la séquence des Braves d'Atlanta. Ils n'ont pas gagné 12 ou 13 championnats de l'Est consécutifs. Il y a un fucking bémol à quelque part là-dedans, parce que j'ai encore sacré. J'ai le droit, c'est un podcast. Donc, mais c'est surtout, je trouve que je déplore le fait. De un, je suis dans une province qu'il y a une équipe vraiment. OK, je veux pas bâcher les Alouettes ou l'Impact. J'adore aller voir une game de l'Impact. J'aime l'ambiance. Mais dans ce qu'on considère encore une fois les 4 grands sports en Amérique du Nord, basket, football, hockey, baseball. On a une équipe pour une province. Le retour, tu sais, moi, ça va être un concours entre le retour des Expos et le retour des Nordiques qui va arriver en premier. Et moi, voici ma prédiction. Le Canadien de Montréal ne gagnera pas une coupe cette année tant qu'il n'y aura pas le retour d'une de ces deux équipes-là. Les Expos avant. Oh, on le souhaite. Parce que tu vois, un bon exemple, c'est que tu sais, à une saison difficile comme on vient d'avoir avec le Canadien, mais tu as le camp d'entraînement des Expos, la saison commence, tu as de quoi pouvoir te divertir puis aller ailleurs. Pourquoi tu penses que les gars ne veulent pas venir? Ça va aider le mental. Ça va aider le mental un petit peu des fans des Canadiens que ça va bien. Mais écoute aussi, si tu veux, même, on peut en parler. Le Major League Baseball, on est les portes, on est le tremplin de l'Europe. On pourrait vraiment faire ça comme aller jouer en Europe, aller jouer en France. C'est quoi les expos? Tu regardes, même, on se promenait ici en Arizona, entraînement. Tu vois quasiment autant de casquettes des expos, les chandails des expos. Il y en a partout. C'est un des habits les plus populaires que tu peux imaginer. Il n'y a même pas d'équipe encore. Fait que tu sais, c'est iconique, je pense, un petit peu, les expos. C'est de valeur qu'on les ait perdus. Mais je pense qu'il y a une bonne chance que ça... C'est sûr qu'il faut que tu aies aussi le gouvernement canadien, québécois. On a besoin, souvent, les... Je ne sais pas comment ils vont s'arranger économique. L'Expo avait 2 sports majeurs de sports majeurs. On est une grosse ville, on est une grosse métropole. Je pense que c'est vraiment important de les avoir, les Expos. Puis
Je sais pas, ça serait quelle équipe? On parlait justement des Rays qui auraient fait... Ben, ça va être l'expansion, mais en tout cas, c'est ce qu'on sait. Je pense que, de toute façon, les Rays viennent d'avoir le nouveau deal de stade avec Saint Petersburg. On sait que les As d'Oakland, les Aces, vont déménager à Vegas. Tu sais, je veux dire, rendu là, à moins qu'on ramène les Marlins, ça serait ironique, mais je pense pas. Ils ont un nouveau stade, ils vont être là pendant longtemps. Fait que c'est l'expansion. Pour moi, c'est l'expansion. Écoute, ici, Montréal, Nashville. Plus, ça serait beau plus d'être dans la Ligue Boston. Tu joues contre New York, tu joues contre les Blue Jays. Ça serait parfait. Écoute, il n'y a pas aucune raison de ne pas amener les expos. Le niveau économique, on a juste une équipe de baseball. On devrait en avoir. Ça just make sense. Mais il n'y a aucun sens qu'il n'y ait pas d'équipe ici. Aujourd'hui, justement, pendant que je tournais mon autre podcast, j'avais Maker Guerrier. Et on parlait exactement du même sujet. Puis souvent, les gens vont dire, ils parlaient de l'ancien maire, mettons, du plateau Ferrandez. Il s'assinait sur 98.5 par rapport à la dépense d'un stade, par rapport. De toute façon, présentement, on met tout dans le système de santé. Je cite beaucoup de ce que Maker a dit parce que c'était très intelligent et pertinent. Puis il disait on a trop de problèmes au Québec pour être capable de dépenser un stade. Tout ce qui concerne la crise du logement, les sans-abri et tout. Et Maker a de répondre tu penses que si on n'investit pas dans un stade, ces problèmes-là vont disparaître? Non, ils sont là. On n'a pas de stade et ils sont là. Et les jeunes vont vouloir jouer. Les jeunes vont vouloir jouer, sortir. Moi, j'ai joué au baseball parce que j'avais les expos. J'ai regardé les games. J'ai regardé les games des expos. Je voulais être sur le stade. Tu sais, c'est veut pas. Quand tu regardes les jeunes de tous les sports, tu as des idoles. Puis veut pas, on est des idoles pour les jeunes. Puis avoir une équipe de sport professionnel dans ta ville, ça change beaucoup. On parle de santé, ça va mettre les jeunes à jouer plus. On parlait justement à Maxime Lamarche, faire des activités, être en plein air, avoir du fun. Puis, tu sais, c'est un beau sport de famille. Écoute, et tout est séparé un peu. Je pense que c'est vraiment important d'avoir une équipe de baseball. On a une belle histoire. On a la chance de faire ça. Puis je pense que Major League Baseball voit la valeur faite, mais ça ferait vraiment le fun parce que je pense qu'on le mérite. Oui, puis je vais aller même un peu plus loin parce qu'on parlait des installations. Puis je l'ai dit, je veux dire, qu'on arrête de parler de manque de finances. Il y a un manque de volonté quelque part. Je regarde, c'est de la façon que nos athlètes olympiques ont de la misère à survivre pour s'entraîner, qu'une fois que leurs carrières sont finies, ils repartent carrément à zéro quand tu regardes. Un de tes voisins en Arizona, c'est Michael Phelps. Plus besoin de travailler le restant de ses jours. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense qu'il y a juste un milieu entre les deux. Il y en a de l'argent. Il y en a de l'argent, comme tu disais. Comme tu disais, écoute, si un milliardaire, gars, là, ton milliard que tu vas mettre là, dans 10 ans va avoir 40 % de plus, ils vont tous dire oui. C'est ça qui est arrivé dans le baseball majeur. Les 10 dernières années de valeur, chaque franchise monte ça a juste du sens. Montréal, la démographie, c'est parfaite. On est français, bilingue. On aurait un petit tremplin pour l'Europe. Ça l'aiderait un petit peu Major League. C'est ça un petit peu qu'on devrait plus mettre sur le focus point. C'est un petit peu, c'est quoi qu'on va grandir, on est melting d'ethnicité puis tout. Ouais. On a vraiment beaucoup de monde différent à Montréal. Je pense que ce serait bon. Puis on en a besoin aussi. On a besoin, puis on a prouvé qu'on a une bonne équipe de ville de sport. Ouais, puis non seulement ça, on va débarquer même du baseball pendant 2 secondes, les installations. Moi, je suis allé il n'y a pas longtemps en Finlande et déjà, les arénas à travers le pays étaient quasiment toutes neuves. Ici, combien d'arénas qu'on a qui sont désuets? Tu vois sur des terrains d'école secondaire, des terrains d'athlétisme d'école secondaire, la piste de 400 mètres, il y a des cracks, il y a de la mauvaise herbe qui pousse à travers. On peut-tu rendre le sport sexy? Je vais finir ça là-dessus. En fait, oui, parce qu'évidemment, en plus, il y a un lien entre la pratique du sport et la santé mentale. Les médecins le disent. Écoute, quand j'étais TQ, on avait 3 cours d'éducation physique par semaine. Là, maintenant, on en a 1 par mois, mais on est fort ces pilules. Je suis pas en train de dire qu'il y a des enfants. La médication est nécessaire pour certaines personnes, ça, c'est clair. Moi, je viens d'école de genre, on peut-tu faire le tour, on peut-tu combiner, on peut trouver un juste milieu, on peut-tu voir comment on peut balancer les choses. Et honnêtement, tout commence par le sport. Hey, c'est ce qui conclut, évidemment, cette première édition de Game Over, man. Dude, on l'a fait. La première en français, wow. Ouais, exactement. J'étais nerveux, j'étais sweaty un peu. On a fini, c'est bon. Exactement. Il te reste encore du bourbon. J'ai fini mon bourbon au complet, ben ouais. Ben, garde ça parce que dans 15 minutes à peu près, on commence évidemment Game Over version anglophone. Hey, merci d'avoir écouté ce premier épisode. Merci à toute la gang, évidemment. Merci à mon co-animateur Eric, mais surtout à la poche bleue, Max Lapierre. T'es-tu remis de comment que le décor est pas à ton goût? On va s'en parler cette semaine. Guillaume Latendresse, réalisateur Simon Cohen. Hey, merci à Vicky Bouchard.
pourquoi vous m'avez ramené. J'essaie de lire ce qui est tous les noms pour pas l'oublier, puis là, on me ramène. Là, j'ai l'air complètement fou. En plus, je suis penché. Vicky, merci de ta patience, parce que toute la semaine, moi, Pierrick, il fallait qu'on envoie des photos. On a fait ça à la dernière minute. Ouais, oui, on n'est pas à notre affaire. LP Doré, merci encore une fois aussi. J'espère que là, ta panique, c'est comme un peu calmé, parce qu'on est arrivé, tu nous as vu prendre des notes sur des feuilles. Lui aussi, comme Lapi, est en train de faire des boutons. Et évidemment, merci à Julia Demers pour les réseaux sociaux. Merci à tous, le public. Écoute, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On va commencer lentement, humblement, mais honnêtement, quelle belle nouvelle aventure. Merci à Baseball Québec aussi. Merci Exactement. à Baseball Québec. Oui, c'est du quoi? Et merci de le dire parce qu'en fait, Baseball Québec sont aussi, et Baseball Canada sont nos premiers commanditaires pour le segment Le Relève. Bravo à moi, j'ai oublié de le mentionner, fait que merci de me le rappeler. On a un commanditaire, man. Écoute, premier épisode, on a un commanditaire. Bon signe. Baby steps. Exactement. Hey, on se revoit, exactement. On se revoit parce que Game Over, ça fait un podcast à chaque 2 semaines. Donc, on se revoit le lundi 22 mai. D'ici ce temps-là, prenez soin de vous. Allez voir un peu de balle. Profitez de l'été. Embrassez vos enfants. Bonne soirée, tout le monde. Merci, Max. Plaisir, man. On ferme les lits, c'est terminé. Qui monte sa toute série gagnée avec ta balle bouchette. T'as déjà striké dans tes bouchettes. Et avec des lunettes qui font peur, la victoire est signée. Game over.